Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du balado Disrupted, donc le balado sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Aujourd'hui, on va discuter de greenwashing ou de éco-blanchiment. Je suis Madeleine et je suis avec l'équipe du comité de la relève du CIAP que je vais laisser se présenter. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Paisley. Roméo Tienya. Et notre dernière ajout. Et moi, c'est ça. Voilà, donc Larissa, qui est notre nouvelle membre aujourd'hui présente, qu'on va laisser d'ailleurs se présenter un peu plus, puisque c'est la première fois qu'elle est ici avec nous pour le balado. Bonjour à tous, moi c'est Larissa, je suis une étudiante à l'Université de Victoria en un laboratoire de Dr. Karen Helbing. Notre labo étudie les perturbateurs endocrines en utilisant les grenouilles et avec une focus sur le thyroid hormone. Nous avons aussi un peu du environmental DNA ou l'ADN environnementaux. Et mon projet à ce moment est j'étudie les antimicrobials. Et comment j'essaie de trouver les alternatives pour les antibiotiques et les autres choses comme ça. Alors, on fait beaucoup dans notre laboratoire, mais oui, j'adore étudier les perturbateurs. Génial, donc merci beaucoup Larissa. Alors, aujourd'hui, on parle, comme je le disais, d'éco-blanchiment. Donc, premièrement, je vais vous faire une petite définition rapide. Alors, l'éco-blanchiment, aussi appelé greenwashing, c'est une technique qui utilise les communications et le marketing pour faire croire aux consommateurs qu'un produit est écologique alors que ce n'est pas le cas. Le terme est apparu dans les années 90 pour dénoncer les communications de certaines grosses entreprises qui mettaient de l'avant leurs avancées en matière de développement durable, alors qu'en réalité, elles ne posaient pas de véritables actions éco-responsables. L'origine du mot greenwashing provient bien sûr du mot brainwashing, qui signifie un lavage de cerveau et qui a été adapté au monde de l'écologie et de l'environnement. Donc, c'est avec des logos trompeurs, des phrases accrocheuses ou encore des pratiques d'étiquetage que certaines compagnies cherchent à berner le consommateur en leur faisant des promesses d'un produit vert. Et lorsqu'on n'est malheureusement pas assez informé, c'est facile de se faire avoir, même si on est un consommateur assez alerte. Leur cible de choix, bien sûr, c'est les personnes qui cherchent à consommer consciencieusement et à faire des choix plus écologiques. Et les conséquences du greenwashing sont doubles parce que le consommateur se fait manipuler, et les bénéfices environnementaux, eux, sont nuls. Donc, je voulais aujourd'hui aussi commencer par vous parler un peu de qu'est-ce qui se fait en matière de réglementation sur le greenwashing au Canada, parce que c'est à se demander, on sait très bien que pour certaines lois d'étiquetage, par exemple, au niveau de la nourriture, on ne peut pas écrire sur n'importe quel produit sans sucre. Il faut prouver que le produit est sans sucre. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'éco-responsabilité des étiquettes? Bon, au Canada, on a ce qu'on appelle la loi de la concurrence, qui, en général, les dispositions de cette loi sont relatives aux pratiques commerciales trompeuses et interdisent aux entreprises de donner des indications fausses ou trompeuses et de promouvoir un service, un produit ou un intérêt commercial faux. Donc, c'est des indications qui comprennent tout message, image ou communication verbale, y compris des publicités en ligne, en magasin, les messages sur les médias sociaux, les courriels promotionnels et autres. Et pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux vont tenir compte de l'impression générale qu'elle véhicule et de son sens littéral. Par contre, j'ai trouvé ces informations-là, dans le fond, sur le site du Bureau de la concurrence du Canada. Par contre, ce qu'on peut aussi lire dans cette rubrique-là, c'est dans la section qui est adressée aux entrepreneurs. Si vous avez le moindre doute qu'une déclaration risque d'induire une erreur ou d'être trompeuse, ne le faites pas. Et dans la section adressée au public, si vous pensez qu'une entreprise se livre à des activités trompeuses ou anticoncurrentielles, signalez-le au bureau. Donc ça, c'est un petit peu la première question que je voulais vous passer. Est-ce que la réglementation, au fond, se base sur si on veut, le bon vouloir des entreprises et sur l'alerte du consommateur? Est-ce que, dans le fond, le fardeau retombe un peu sur nous? Je voulais savoir ce que vous en pensez.
j'avoue que je connais pas la loi, là, mais basé sur ce que tu viens de dire, je dirais que oui. On dirait vraiment que c'est si un consommateur averti, lui, voit qu'il y aurait un problème, là, il va peut-être mettre un drapeau rouge, mais c'est comme même, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai pas envie nécessairement de faire une revue de littérature sur un produit en particulier pour savoir si je peux l'utiliser. Fait que même moi, je sais pas si je serais portée à le faire, là. Donc, je sais pas qui fait ça, mais bravo pour eux. Je sais pas ce que les autres en pensent. Oui, je dois aussi dire que beaucoup d'étiquettes disent comme naturel, un produit naturel, mais quand on lit tous les produits qui sont dans ces produits, même moi, quand je lis les listes d'ingrédients, je ne sais pas si vraiment ils sont naturels ou beaucoup de fois, ils utilisent les listes d'ingrédients très compliquées juste pour cette raison, pour qu'on ne sait pas vraiment ce qui est dans ce produit. Ce que je voulais ajouter concernant le lourd fardeau revient au consommateur. Bon, ici, précisément en Afrique, pour reconnaître même un produit qui contient des perturbateurs endocriniens et puis un produit qui n'en contient pas, il faut avoir un niveau intellectuel même assez élevé par rapport à vous qui avez un niveau intellectuel élevé de votre côté. Ce n'est pas le cas en Afrique. Donc, généralement, ici, les gens même cherchent à consommer plus qu'à regarder les éléments qui constituent l'élément qu'ils vont consommer. Donc, ça fait que, quel que soit vraiment le produit qu'ils auront, ils essaieront seulement de consommer sans chercher à trop comprendre. Du moment que cette notion est plus développée chez vous qu'en Afrique. Donc, en résumé, le lourd fardeau va revenir au consommateur. Et en plus, c'est ce que tu me fais réaliser, c'est qu'il y a une certaine inéquité aussi parce que tous les consommateurs ne sont pas le même niveau, comme tu dis. Oh wow, j'avais même pas pensé à ça dans mes réflexions pour préparer l'épisode. Pour répondre à ta question, Julie ou Lorissa, je pense que les deux, vous aviez un peu cette interrogation-là. Qui fait ça? Ben effectivement, c'est pas tout le monde, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, mais il existe quelques regroupements, heureusement, des gens vraiment très motivés qui ont décidé de créer des regroupements pour pouvoir vérifier les produits et entamer des poursuites. Par exemple, il existe le Consumer Law Group au Canada, qui va avoir, si vous allez sur leur site Internet, une panoplie d'actions collectives, souvent que vous savez même pas le produit. Comme par exemple, moi, j'ai fouillé sur le site récemment et il y avait un produit de pain nan que j'ai déjà acheté, j'ai déjà consommé et qui est en ce moment poursuivi. Donc, on peut s'inscrire à des actions collectives sans vraiment avoir d'efforts à faire grâce à ce site-là. Et ça me mène justement à vous parler d'un cas particulier qui est le cas de Avino. Parce que j'ai découvert que Avino au Québec était justement en ce moment dans les tribunaux à se faire poursuivre. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le 5 avril 2018, il y a un monsieur Piccolo, qui a déposé une demande d'autorisation d'exercer une action collective à la Cour du Québec contre Johnson & Johnson Incorporé, qui concernait la commercialisation et la vente des produits Avino avec Active Naturals. La raison, c'est que les publicités et les déclarations faites par l'entreprise Johnson & Johnson relatives aux produits Avino Active Natural sont fausses et trompeuses, étant donné qu'elles laissent croire aux consommateurs que les ingrédients contenus dans le produit sont naturels, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas et contiennent plutôt des ingrédients artificiels synthétiques et potentiellement nocifs. En effet, les produits présentent une liste d'ingrédients synthétiques et artificiels, comme par exemple le laurette sulfate de sodium, qui, j'ai fait ma petite recherche de scientifique, peut être contaminé par d'autres quantités mesurables d'oxyde d'éthylène et de dioxane, qui, eux, sont tous deux cancérigènes et pourraient même interférer avec le développement humain. Donc, la commercialisation des produits Avino Active Natural contiendrait un libellé sur les produits eux-mêmes, sur leur site web, dans leur publicité. Et Avino a commercialisé les produits comme étant des produits naturels, qui, et je cite, procurent de vrais bienfaits pour la peau et les cheveux,
et dont les chercheurs scientifiques adoptent les normes les plus élevées en matière de sélection d'ingrédients, de formulation et de fabrication et suivent des procédures visant à maintenir le pouvoir et la pureté des ingrédients naturels. Fin de la citation. Donc, ce type de libellé mène un consommateur, même raisonnable, même averti, à croire que les produits aminoactifs naturels contiendraient des ingrédients seulement naturels. Et donc, les consommateurs ont payé un prix plus élevé pour ces produits en comparaison avec des produits de soins corporels capillaires similaires qui ne contenaient pas le mot naturel sur leurs étiquettes, ce qui leur a causé, des dommages économiques, mais potentiellement aussi des risques pour la santé. J'ai lu que c'est en janvier 2022 que la Cour a accordé le droit à l'action collective, donc les consommateurs ont enfin pu déposer leur réclamation. Et dans la liste, il y a plus de 130 produits Aveeno qui sont contestés. Donc, j'ai pas réussi à retrouver le résultat de l'affaire, c'est-à-dire est-ce que la compagnie va donner de l'argent aux consommateurs, etc. Je pense que c'est simplement parce que les démarches sont encore en cours, mais voilà, donc ça arrive encore aujourd'hui, là, faut pas se leurrer, les compagnies, ils nous font croire que les produits sont naturels et c'est pas le cas. Et moi, ça m'a énormément choquée, en fait, parce que si je regardais les images des produits et moi, quand j'ai grandi, il y avait une bouteille de ce produit-là sur le comptoir chez ma mère, là. Donc, je me suis sentie énormément touchée. Donc, je sais pas si vous, ça vous mène à des réflexions ou à des interventions, tout ça. Ben, je pense qu'on est tous comme ça on est à la pharmacie, on achète des produits, puis on se fie beaucoup sur l'étiquette, là, comme... Donc, on assume, ça a l'air bon pour la santé, pour l'environnement, versus peut-être un autre produit qui a pas l'air de dire ça, puis souvent on va vers lui. Moi aussi, là, des produits Aveeno, j'en ai un dans ma salle de bain présentement, puis c'est ça. Fait que oui, c'est choquant d'entendre ça, mais en même temps, les compagnies, c'est ça leur business, là, si on veut. Je sais pas si d'autres personnes veulent donner leur opinion. Puis, toutes les informations que je vous ai données, je les ai trouvées quand même assez rapidement en cherchant sur le web. La liste des produits qui sont contestés dans l'action collective est disponible et tout. Donc, n'hésitez pas, là, si vous voulez aller vérifier. Est-ce que moi aussi, ma crème hydratante Aveeno qui est sur mon comptoir est dans la liste? Je vous invite fortement à aller le vérifier. C'est sûr je pense qu'on est d'accord qu'on a tous une vie. Là, on peut pas passer la journée à analyser chacun des ingrédients de tous nos produits qu'on utilise, qu'on consomme, qu'on achète. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si on veut poursuivre là-dessus avec un autre terme qui ressemble beaucoup au greenwashing, qui est le health washing. Est-ce que quelqu'un voudrait nous donner une petite définition de qu'est-ce que le health washing? Je sais pas comment ça serait traduit en bon français, là, le lavage de... Écoute, ouais. Ouais, je sais pas, ça serait quoi le bon terme en français pour ça, mais c'est un peu relié à l'éco-blanchiment. C'est plus que là, ça va être vraiment axé sur la santé. Donc, ce produit va être meilleur pour votre santé pour telle et telle raison, alors qu'il l'est peut-être pas. C'est juste que on essaie de nous faire croire qu'il va être meilleur pour nous versus un autre. Moi, l'exemple qui m'est venu un peu, c'est plus pour le gluten les dernières années. Moi, j'ai vu beaucoup d'étiquettes là, maintenant que tout le monde, tout d'un coup, est allergique au gluten ou intolérant. Là, tu as plein de produits qui marquent tout d'un coup sans gluten. Mais le gluten, ça se retrouve pas dans tous les produits de manière naturelle. Donc là, c'est un peu trompeur dans le sens qu'on dit qu'il n'y a pas de gluten, mais techniquement, le produit, il n'y avait jamais eu de gluten. Ils n'ont pas fait un effort pour te donner un produit sans gluten. C'est juste qu'il n'y en a pas. Puis ça, il y a beaucoup d'exemples. Je pense qu'avant, tu avais les produits sans cholestérol, mais que naturellement, il n'y en avait pas. En tout cas, moi, c'est plus les exemples qui me viennent, mais je ne sais pas si vous en avez d'autres, des exemples. Oui, notre exemple
que je vois beaucoup maintenant, c'est les influenceurs en ligne, comme sur TikTok ou Instagram, qui essaient de nous vendre des suppléments comme les verts, les jus verts et quelque chose comme ça. Et souvent, ils promettent d'équilibrer nos hormones, même si ils sont pas des médecins, ils ne connaissent pas la santé de nous. Alors, c'est quelque chose qu'il faut être très... il faut être un peu sceptique pour ce genre d'influenceurs, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Comme on aime si bien le dire, les perturbateurs endocriniens là sont omniprésents autour de nous. Moi, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle les top 10 des perturbateurs endocriniens. Et parmi ces top 10 là, le premier est certains ustensiles de cuisine qui sont recouverts d'anti-adhésifs, notamment les poêles que nous utilisons couramment pour les cuissons, mais qui, entre griffes, peuvent contenir des perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des effets sur la santé. Le top 2 sont certains aliments, notamment la fraise, que nous consommons, qui peuvent à son sein accumuler un certain nombre de métaux lourds, notamment le mercure, le cyanure, qui peuvent aussi interférer avec le système hormonal. Le troisième élément sont les jouets que les enfants de bas âge utilisent. Il y a souvent certaines entreprises aussi, au lieu de mentionner les éléments ou les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces jouets-là, ne le font pas. Alors que nous savons que nous avons aussi une famille de perturbateurs endocriniens qu'on appelle les plastiques. Le quatrième élément sont les vêtements. Il y a certains vêtements aussi auxquels nous devons faire attention. Ça participe aussi à nous créer, entre griffes, certains problèmes liés aux effets de ces perturbateurs endocriniens. Le prochain élément sont les déodorants. Voilà. Surtout ceux qui aiment parfumer leur maison avec les déodorants, sans toutefois oublier que ces déodorants peuvent avoir des soucis à long, moyen et court terme. Nous avons aussi les crèmes hydratantes que les filles ou un ensemble de personnes aiment utiliser pour pouvoir adoucir leur peau. C'est mieux aussi de faire beaucoup attention à ces crèmes hydratantes. Sans oublier encore les vernis à ongles. Les vernis à ongles. Tous ces éléments ont plus un lien avec le sexe féminin. Les vernis aussi à ongles jouent un peu sur le système hormonal. Les pâtes dentifrice. Voici un autre débat. Les pâtes dentifrice. Et enfin, maintenant, nous avons les détergents. Où nous avons la grande famille des savons, que ce soit en liquide, que ce soit en poudre et bien d'autres. Merci bien. Merci, Babado. Et je pense que dans cette liste-là, c'est tous des produits qu'on a déjà vus dans les magasins. On a déjà vu une marque qui allait être comme le produit régulier et sa version qui est supposément plus écologique ou plus naturelle. Et ça me fait justement penser à une petite recherche que j'ai faite au cours des dernières semaines parce que c'est l'été, il fait beau, il fait soleil, il fait très chaud. Et qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Ben, on met de la crème solaire. Et je me suis dit, ben pourquoi j'irais pas voir quel type de crème solaire le marché nous offre si on veut choisir un produit responsable, qui nous semble plus naturel, écologique. Donc là, malheureusement, étant un podcast, je ne montrerai pas d'image de toute façon. On est censé être une plateforme plutôt audio, mais je vous invite à faire une petite visite à votre pharmacie ou en tout cas les regarder en ligne si vous voulez. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée dans une pharmacie que je n'aimerais pas, mais je suis pas mal sûre que toutes les pharmacies ont les mêmes crèmes solaires. Et avec mon téléphone, j'ai scanné les produits avec l'application Yuka. Notre podcast va bientôt finir par être commanditaire de cette application-là, tellement on en parle souvent. Mais c'est une application qui permet de
scanner le code barre sur le produit directement et qui va nous indiquer est-ce qu'il y a des produits toxiques ou c'est un produit qui est plutôt naturel ou en tout cas qui n'est pas dangereux. Donc, je suis arrivée à la pharmacie et le premier produit que j'ai regardé, ça s'appelle Sumbum. Donc, c'est une crème solaire dont l'emballage est comme un fini bois, comme si le tube était en bois, en fait. Je me suis dit, bon, ça fait peut-être naturel, là, c'est du bois. Alors, le score sur 100 était de 12. 12, là, c'est vraiment, mais vraiment bas. Et moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est que... j'y reviendrai après, en fait. Je vais garder ça pour la fin. Alors, j'ai continué mon petit chemin. J'en ai trouvé une autre qui est le Blue Lizard. C'est une crème solaire australienne avec un petit lézard dessus, lotion transparente. Et il y a un petit logo qui dit qu'il n'y a pas... Je vais essayer de me rapprocher de ma photo. Pas de cytociate, donc c'est bon pour les récifs. Parce que ça, c'est un gros débat. Là. Les crèmes solaires chimiques, souvent, vont être toxiques pour nos récifs qui sont quasiment en voie de disparition, je pense. Là. Alors, ce produit-là, bon, il y a le petit logo qui est inscrit là-dessus, mais le résultat pour nous, l'être humain, est de 38 sur 100. Donc, assez médiocre selon l'application. Ça contient du stérate d'aluminium, du phénoxyde de tal, du dioxyde de titane, bref, c'est pas parfait. Ensuite, on a la marque Ombrelle de Garnier. Moi, je sais pas vous, moi, c'est avec ça que mes parents m'ont crémé pendant toute ma jeunesse. Donc là, ce produit-là, celui que j'ai sélectionné, c'est une crème visage minérale. Donc ça, c'est l'alternative aux crèmes solaires chimiques. Les crèmes solaires minérales vont supposément être meilleures pour l'environnement, pour les coraux, etc. Et c'est écrit lotion solaire hydratante et hypoallergénique avec le petit logo de l'Association canadienne de dermatologie. Donc, je me suis dit, bon, ça va sûrement être un bon score. 40 sur 100. Donc, le produit contenait encore ils sont pas faciles à lire en plus, du phénoxyéthanol, du dioxyde de titane, du stéréatète. En tout cas, il y avait encore beaucoup trop de produits que j'arrive pas à lire et qui sont pas naturels. Et le dernier que j'ai pris, j'ai pris la crème solaire Aveeno bébé. Donc, pour peau sensible, et encore une fois, vous avez sûrement déjà vu les produits Aveeno, là, c'est tout le temps un petit fini mat avec des petites branches de blé dessus, un petit soleil, tout mignon. Mais le résultat était de 49 sur 100. Donc, quand même, la Aveeno avait un meilleur score que la fameuse ombrelle minérale avec le logo des dermatologistes du Canada. Donc ça m'amène justement à vous parler de deux choses. Premièrement, les logos. Les petits icônes qui vont être ajoutés sur les emballages pour dire ce produit-là est recommandé par ci, ce produit-là est certifié de ça. Alors, ce que j'ai appris en écoutant le documentaire L'illusion verte, c'est qu'il y a certains regroupements d'entreprises ou certaines entreprises qui vont eux-mêmes créer des certifications et donc vont évidemment autoriser leurs produits à l'avoir et ne vont pas vraiment avoir de conséquences lorsque les produits ne respectent pas leur certification. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Malheureusement, on ne peut pas se fier à ce genre de certifications-là qui vont apparaître sur les étiquettes. C'est vraiment malheureux. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires là, sur mes crèmes solaires de la pharmacie? Après ça, je vais passer à des alternatives. Ben, en fait, moi, c'est ça, j'avais une question sur les logos, mais tu viens un peu d'y répondre, mais je trouve que c'est quand même étonnant. Parce qu'au début, je me disais peut-être qu'un dermatologue, c'est quand même mieux que tu aies une crème solaire parce que tu n'auras pas de cancer de la peau. Fait que je me disais, ben, c'est peut-être pour ça que c'est comme jugé bon, mais que ça veut pas dire que c'est bon pour d'autres affaires. Mais là, tu viens de m'annoncer qu'en fait, c'est un faux logo. C'est absolument. Ça, je m'y attendais pas. C'est triste. Surprenant. Oui, c'est plutôt trompeur, effectivement. Je ne sais pas si actuellement, il y a une action collective contre Ombrelle, parce que vraiment, là, c'est un peu inquiétant. Mais si c'est pas le cas, je vais leur envoyer, je pense, parce que ça fait un peu peur quand même. Ben parce que, me semble que ça, pour un peu tout, là, approuvé par les dermatologues, pour les dentifrices que Zabado parlait, approuvé par les dentistes ou l'association des dentistes. Tu sais, t'as tout le temps ça, fait que ça donne comme un peu un poids de
OK, ça doit être crédible, mais finalement, ça le serait pas. Moi, je trouve que c'est vraiment choquant. J'étais vraiment pas au courant. Mais là, je vais me méfier de toutes les étiquettes. Oh mon Dieu. On va devenir paranoïaque après cet épisode de podcast. Oh là là. OK. Donc, je vais poursuivre. Dans le fond, après ça, je suis allée dans une boutique écologique, qui est la Brise Verte, qui est une boutique écologique dans la ville de Laval où j'habite. Et c'est une boutique où moi, je vais acheter tous mes petits produits. Et voilà, j'ai sélectionné 3 crèmes solaires qui étaient en vente sur place. Donc, la première, qui est un écran solaire de la compagnie Zora Biocosmétiques, une entreprise québécoise, qui, donc sur l'étiquette, va être écrit, bon, écran solaire, 100% minéral, protection des coraux, résistance à l'eau et protection UV, etc. Et le score était quand même de 90 sur 100. Le seul ingrédient qui est sorti comme présentant un risque, c'était le dioxyde de titane. Ensuite, il y avait aussi un produit de la marque Les Produits de Maya, qui est un produit, je crois, si je ne me trompe pas, à base d'huile d'olive, mais qui est fabriqué au Québec. Bien sûr, l'huile d'olive ne doit pas venir du Québec, mais ce serait à confirmer, là. Et donc, c'est une crème de protection plein air, parce qu'elle n'a pas la certification de pouvoir s'appeler écran solaire. Ça pourrait être une autre discussion, là, mais certaines appellations que les compagnies doivent payer pour pouvoir avoir. Donc là, la crème de protection plein air, elle a eu un score de 100 sur 100. Donc, par contre, il n'y a pas de précision sur à quel point ça protège. Il n'y a pas les FPS d'indiquer parce qu'il n'y a pas justement ces produits-là. Mais il y a par contre les petits locaux organiques, puis aussi sans tester, non testés sur les animaux, etc. Et la dernière, mais non la moindre, il y a la crème solaire, écran solaire minéral de Greenlever, 100% naturel, sécuritaire pour les récifs, sans benzène, testé sous contrôle dermatologique, à large spectre hypoallergénique et avec un FPS quand même de 50 et le logo Écocère dessus. Donc là, il y a pas mal de stock sur l'étiquette. Fait que j'étais quasiment inquiète après tout ce que j'avais vu sur les autres, mais non. Selon l'application Yuka, encore une fois, un score de 100 sur 100. Donc, les ingrédients sont de l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, de l'amidon de maïs, toutes des choses que je suis capable de dire. C'est bon signe. Donc, un produit qui serait une très bonne alternative. Et en plus, c'est canadien. Mais quand même, je vais faire une petite parenthèse sur le fait que la crème solaire minérale, c'est plutôt facile à faire. Moi, je fais ma propre crème solaire minérale. Ce que ça prend, c'est des ingrédients comme un corps gras. Moi, j'utilise par exemple de l'huile de coco, du beurre de karité, un peu de cire pour que ça tienne mieux et de l'oxyde de zinc qui va être justement la protection minérale contre les effets vides. Donc, je sais par contre que c'est pas tout le monde qui est rendu là, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé des alternatives écologiques qui sont plus accessibles. Mais si jamais vous vous dites, hey, c'est quelque chose que je devrais essayer, moi, je vous le recommande vraiment parce que, bon, bien sûr, pour ceux qui n'ont jamais essayé la crème solaire minérale, on a un peu l'air d'un fantôme. Ça blanchit beaucoup la peau. Mais, par contre, depuis que j'utilise ma propre crème solaire, j'ai très rarement eu des coups de soleil. Donc, ça permet justement de protéger notre peau contre les rayons, contre le vieillissement. Ça n'a que des bénéfices d'utiliser une bonne crème solaire. Et là, avant de terminer, la dernière chose dont je voulais parler, c'est, par rapport à tout ça, c'est... Donc là, je suis allée à une pharmacie, j'avais un choix de produits. Dans une autre boutique, j'avais un autre choix de produits. Et il y a un chercheur qui était présent dans dans le documentaire, comme je disais, de l'illusion verte, qui a dit une phrase qui m'a énormément marquée, et c'est « Mais pourquoi j'ai le choix? » Donc là, lui, il parlait de café équitable versus café non équitable. Il disait « Pourquoi j'ai le choix entre payer pour du café équitable et payer pour du café qui a été produit dans des conditions de travail exécrables et qui n'est pas bon pour mon environnement? Pourquoi ce choix existe? » Puis là, j'avais vraiment envie de vous entendre sur cette question-là parce que moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. De réaliser qu'en fait, il y a le choix de choisir quelque chose de bon qui va nous coûter plus cher, mais il y a aussi un choix mauvais. Mais le choix est là. Le choix est là. Le produit est là. Pas tous en même temps. Okay. Bon, je vais essayer de développer une idée et ensemble on verra. Le health washing, là, moi je vois ça sous 2 angles. Le premier angle va concerner tous les produits cosmétiques. Pourquoi tous les produits cosmétiques? Parce que le parabène
qui est une famille des perturbateurs endocriniens, est généralement utilisée pour empêcher certains parasites, bactéries et champignons de se développer sur ces produits, afin que ces produits-là puissent avoir une certaine durabilité pour être utilisés. Donc, c'est ce qui fait que tous les produits cosmétiques entre griffes contiennent du parabène. Et de nos jours aussi, les conséquences du parabène ont été décrites par les chercheurs sur l'organisme. Le deuxième angle que je vois aussi concernant les health washing, c'est la pollution à travers les gaz que dégagent certaines voitures. Imaginons ou prenons en exemple une société de fabrication de voitures qui, en fabriquant une voiture, dit que la voiture dégage une certaine concentration de gaz carbonique. Alors que dans la réalité, la concentration que la société a donnée au départ, pouvant être émise par la voiture, n'est pas le cas. On se rend compte que dans la réalité, il y a plus une information fausse qui a été donnée. Et de nos jours, nous remarquons que dans la plupart de certains pays, la prolifération en voiture, c'est-à-dire que la population a plus vraiment envie d'être en sécurité. Et la sécurité routière passe par l'achat d'une voiture. Au fur et à mesure que les populations augmentent, l'achat des voitures augmente. Lorsque l'achat aussi des voitures augmente, ça veut dire que la pollution de l'air à travers les gaz, notamment les CO2, les NO2 et autres, vont augmenter. Et tout ça, en fin de compte, vont retomber sur nous à travers une exposition aérienne de ces perturbateurs endocriniens. Voici les deux volets sur lesquels je voyais plus le L-washing. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter certaines choses. Ben, je vais peut-être plus aussi revenir à la question que Madeleine parlait de si finalement, pourquoi on a un choix? Tu en fait, on devrait juste avoir des produits qui sont comme bons pour l'environnement, faits dans des bonnes conditions. C'est sûr que ça, je suis d'accord, là, c'est dans un monde idéal, on n'aurait pas de questions à se poser sur les produits. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours une question de coût qui revient, que c'est dommage, mais c'est plus ceux qui ont un plus gros budget puis qui sont consciencieux qui vont aller vers des produits plus chers, alors que quand même la majeure partie des gens ne peuvent pas se permettre nécessairement avec le budget qu'ils ont des produits plus chers. Donc moi, j'aimerais ça que les bons produits soient moins chers, mais présentement, c'est pas le cas. Donc, je pense que beaucoup de gens sont obligés. Puis même moi, là, je fais pas nécessairement toujours le bon choix, là, parce que je vois pas pourquoi je paierais d'un fois le triple du prix pour la même chose, là, comme je suis coupable de ça aussi avec mon budget d'étudiante. Mais ouais, je trouve qu'effectivement c'est une bonne réflexion, mais je sais pas ça serait quoi la bonne réponse. Je sais pas, Larissa avait pas l'air de vouloir dire quelque chose, je sais pas. Ou je la mets en avant. Oui, j'étais pratiquement du même avis. Je sais, oui, c'est une question de coût. C'est pour la même raison que les compagnies disent que Vitamin C fortified pour les produits pour qu'on pense qu'ils sont plus en santé. Alors, on les achète et ils peuvent être plus chers. Et oui, c'est juste les produits qui coûtent le plus, on veut acheter plus parce que peut-être ils sont en santé. Pardon, le français est mon deuxième langue, alors j'essaie d'exprimer, mais oui, si on a deux choix, je pense que la plupart des consommateurs veulent acheter les produits qui sont bien pour l'environnement et qui sont bien pour leur santé, mais ces produits coûtent plus cher, alors des fois on doit acheter le produit
on a assez d'argent qu'on peut acheter. Mais oui, j'adorerais s'il y a comme les étiquettes ou quelque chose qui sont peut-être tout sur le même bar. Alors, peut-être quelque chose gouvernemental ou une société qui a des règlements très stricts pour que les consommateurs puissent avoir de l'avis de confiance en ces étiquettes. Et ces étiquettes ne devraient pas coûter de l'argent pour être certifiées, pour que les produits qui peut-être ne sont pas fabriqués par ces grandes compagnies ou des choses comme ça peuvent aussi avoir la même chance d'avoir ces étiquettes. Alors peut-être ça un baseline plus plat, plus pop, est-ce que c'est le mot? Je ne sais pas, mais oui, juste pour avoir l'accès equal access à les choses comme ça, pour que tout le monde peut avoir de confiance dans les étiquettes et pour que toutes les compagnies qui les veulent peuvent les avoir. Oui, tout à fait. Je pense qu'on dit souvent, peu importe le type de produit, si c'est plus cher, le produit naturel est plus cher, le produit biologique est plus cher. Mais en fait, la réalité, c'est que le produit qui n'est pas naturel, il est moins cher. Et pourquoi est-ce que je me dis que c'est une différence? C'est que ce que le gouvernement pourrait faire, dans un sens, c'est au lieu de, justement, on parlait de la certification coûte cher à l'entreprise, au lieu que ce soit de démontrer que le produit est bon, qu'il soit cher, ce serait de payer une taxe quand le produit n'est pas cher. Pourquoi est-ce que l'entreprise qui met une crème solaire qui est mauvaise pour la peau sur l'étalage ne paierait pas une taxe de santé, ne paierait pas une taxe qui ferait que là, le produit serait plus cher? Il serait donc au prix équivalent du produit qui, lui, est bon pour la santé. Bon, après, c'est sûr que là, ça veut dire que tous les prix sont plus chers, mais vous comprenez ce que je veux dire? Comment ça se fait qu'on dit tout le temps, c'est plus cher parce que c'est bon, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait pointer du doigt, c'est le fait que c'est moins cher parce que ça exploite l'environnement, ça exploite des êtres humains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a une personne qui nous écoute qui écrit « c'est plus cher, mais ça va coûter cher en santé ». Effectivement, la crème solaire nous a coûté pas cher toute notre vie, mais on va peut-être finir avec un cancer de la peau rendu à 50, 60 ans, tu sais. Faut penser à ça aussi. C'est un bon point. Moi, ça me fait penser, j'ai fait un stage à l'OCDE récemment, puis c'était super intéressant parce que tu avais des gens qui cherchaient à mettre un prix sur ce qu'on était prêt à payer. Là. Ça s'appelait Willingness to Pay. C'est ça. À quel point tu es prêt à payer pour t'éviter des problèmes de santé. Puis c'était super intéressant parce que c'est sûr, c'est pas encore fini. Là. Genre, j'avais juste vu les résultats préliminaires. Fait que c'est comme vraiment un économiste qui fait ça. Puis là, il va voir, il fait comme des sondages avec des gens dans différents pays. Puis t'as quand même beaucoup de gens, c'est sûr plus dans les pays développés, là, mais qui sont prêts à payer plus cher si au moins il y aurait peut-être moins d'impact à leur santé. Mais là, c'était justement de voir comment on applique ça après, avec cette information-là pour peut-être changer les réglementations ou peut-être faire payer plus les gens. En tout cas, sur faire une taxe, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si c'est la meilleure option. Moi, je trouve que, tu sais, par exemple, un peu ce que Larissa disait, d'avoir des meilleures étiquettes comme qui sont pareilles pour tout le monde. On a un peu ça avec les produits alimentaires, tu sais, on a les fiches nutritives, tu dois mettre tous les ingrédients. Pourquoi on n'a pas ça, mais un peu pour tous les produits? Tu sais, comme juste que tu achètes, que ce soit une crème, une poêle, un dentifrice, tu sais, la liste des ingrédients avec, je sais pas, là, il y aurait d'autres informations qui pourraient être intéressantes. J'en ai aucune idée, là, mais je trouve ça pourrait être aussi une alternative. Tu es obligé, tout le monde, d'étiqueter de la même façon. Après, ton autre étiquette, OK, mais au moins la fiche nutritive, là, des objets. Juste une autre petite note sur le taxe de santé parce que j'adore ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'adore l'idée. Mais je crois que ça serait un des plus grands motivateurs pour les compagnies de faire les produits plus naturels parce qu'ils ne veulent pas payer.
je crois que toutes ces choses, ça revient à l'argent. S'il y a des raisons monétaires pour les compagnies de faire les produits naturels, ils vont le faire. Et maintenant, c'est très facile. Ils peuvent faire, oh oui, c'est naturel. On a l'étiquette, on peut charger plus au consommateur. Mais si c'est comme une taxe ou quelque chose, à le niveau de base, c'est une très bonne raison de faire des produits qui sont plus bons pour l'environnement et pour nous, si ils doivent et s'ils ne le font pas. Tout à fait. Tout à fait. On a une auditrice qui nous fait une remarque, dans le fond, qui est une analogie entre ce qu'on est en train de dire et les véhicules sur la route. Il y a des limites de vitesse sur les autoroutes. Par exemple, au Québec, c'est 100 km/h maximale. Mais on autorise quand même la production de véhicules qui vont aller jusqu'à 200 km/h. C'est un peu pourquoi est-ce que le véhicule peut se rendre à une limite de vitesse qu'il n'est pas censé atteindre pour la sécurité de tous. C'est un peu le même principe avec nos produits qu'on retrouve sur l'emballage qui vont contenir des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Pourquoi elles se retrouvent dans les produits, tu sais? Oui, une belle remarque. Donc, pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant que chercheur, parce que nous, on est des chercheurs en sciences. Et finalement, c'est quoi les outils, en fait, qu'on peut recommander à nos auditeurs? Bon, bien sûr, ça, on en parle souvent, mais on peut quand même en parler encore aujourd'hui. Donc, en tant que consommateur, c'est sûr que, comme on disait tantôt, on a tous nos budgets à respecter. On ne peut pas toujours faire le bon choix, mais d'être conscientisé, je pense, et de s'informer pour pouvoir en parler. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime parfois, mais le fait d'en parler et d'éduquer les gens autour de nous, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire en tant que consommateur. Moi, je peux dire que peut-être on doit penser à utiliser moins en général aussi. C'est mieux pour nous, c'est plus naturel et peut-être que ça implique moins de transport en livraison et des choses comme ça. Alors, c'est peut-être mieux pour l'environnement aussi. Moi, j'avoue que j'avais un peu la même idée que Paisley, de, tu sais, je pense qu'on est dans une société qui pousse vraiment à consommer, puis justement, parce qu'on veut consommer plus, on cherche des produits moins chers. Donc, tu sais, un peu dans cet aspect-là de comme décroissance, là, qu'on parle de plus en plus, de peut-être consommer moins, mais consommer mieux. Donc, tu sais, prendre plus le temps de choisir nos produits. Donc, mais c'est sûr que moi, là, c'est pas comme un conseil, là, mais moi, ce que j'espère, c'est que, tu sais, il y ait plus d'applications comme Yuka. Là. Moi, c'était la première fois cette semaine que j'utilisais, puis ça m'a déprimé regarder des produits que j'avais chez moi. Là. Mais je trouve que, tu sais, ce genre d'application-là fait un travail de vulgarisation pour le consommateur, tu sais, de simplifier ça, de juste scanner ton produit. Fait que, mais par contre, ce que je me rends compte que c'est pas pour tous les produits. J'avais beaucoup de produits que j'étais intéressée, puis ils étaient comme non, on fait pas ça. On sait pas si ça c'est bon pour l'environnement ou bon pour vous. Donc, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'avoir ce genre d'outil-là, mais pour une plus grosse gamme de produits pour le consommateur. Est-ce que Zabado, Larissa, vous avez des idées? Oui, oui, bon. Et moi, je voulais essayer de faire une petite analogie avec les appareils électroniques qui ont souvent une petite notice concernant la consommation d'énergie. C'est-à-dire que la plupart du temps, les appareils électroniques, lorsque nous avons la couleur verte qui est matérialisée, ça veut dire que l'appareil est performante, mais consomme moins. Lorsque c'est la couleur jaune, l'appareil est moins performant, mais consomme aussi moins. Mais lorsque c'est la couleur rouge, ça veut dire l'appareil est moins performant et consomme plus. Peut-être on peut transiter ça au niveau des aliments. C'est-à-dire que le même type d'aliment, qu'on ait trois modèles. C'est-à-dire quand nous avons la couleur verte, l'aliment est naturel mais cher. Maintenant, ceux qui ne pourront pas payer
et l'aliment naturel qui est cher, matérialisé par la couleur verte, qu'on ait maintenant la couleur jaune au milieu. Pour dire que le même aliment, il est naturel, mais moins cher. Et maintenant, la troisième couleur pour dire que le même aliment, voilà, qui est à la couleur rouge, qui est moins naturel, mais qui est cher. En ce moment, quand le client part pour se payer ces types d'aliments, au moins avec les différentes couleurs, il verra en fonction de son budget quel aliment choisir et qui n'aura pas trop d'impact sur sa santé. Je pense que si on arrive en tout cas à caractériser ou bien à matérialiser ces différents types de couleurs aux aliments, je pense qu'on pourrait minimiser les effets sur la santé. Voici l'idée que j'avais à proposer. Je trouve que c'est une très bonne idée, puis ça pourrait s'appliquer à plusieurs produits. C'est d'avoir le produit, le meilleur choix si on veut, mais qui est cher, le pire choix qui peut être cher, même peut-être moins cher, mais d'avoir un produit qui est le bon compromis, là, que pour le consommateur moyen, c'est plus accessible, même si c'est pas le plus naturel. Je trouve que c'est une très, très bonne idée, c'est intéressant. On va peut-être proposer à notre réseau, le SIAP, de faire une proposition à notre gouvernement. Ça pourrait être à nos gouvernements, ça pourrait être intéressant. Est-ce que Larissa, tu avais une autre intervention pour nous? Oui, juste en tant que consommateur, ce qu'on peut faire, c'est très difficile, je crois, d'être un consommateur qui fait toujours le bon choix avec ce car on a besoin pour faire ça, comme lire l'étiquette, être capable de comprendre tous les choses chimiques sur l'étiquette et puis faire de bons choix. Et ça, c'est quelque chose de difficile de faire, mais au moins quand on lit les ingrédients, ça, c'est ce qui est dans le produit, même s'il dit 100% naturel. Si on lit la liste, peut-être c'est pas, on ne peut pas savoir, mais ça nous donne un peu d'informations. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais même moi qui j'étudie ces choses et je lis ce liste et j'ai aucune idée de 50% des ingrédients. Alors, oui, c'est difficile, mais j'aime beaucoup l'idée d'un point au milieu de l'argent et du santé, si ça c'est ce qu'on pourrait faire. Et j'espère qu'un jour, on ne doit pas faire ces décisions parce que les produits sont naturels et bons pour la santé. Mais je crois que ça, c'est un peu un rêve à ce moment. Mais oui, je vais continuer de rêver alors. Oui. C'est ça. Puis dans les outils qu'on peut utiliser, bien sûr, il y a l'application dont on parle souvent, Yuka, Y-U-K-A. Mais je pense que Paisley, tu avais un autre outil que tu voulais nous présenter. Oui, j'ai trouvé une autre application qui s'appelle Think Dirty. Il y a un site web aussi, thinkdirty.com, thinkdirtyapp.com. Et c'est un peu comme Yuka, on peut scanner des codes barres sur des produits, surtout les produits cosmétiques. Mais une chose qui est différente entre Think Dirty et Yuka, c'est que Think Dirty essaie de nous vendre des produits qui sont certifiés comme sont sains ou des produits qu'ils veulent nous vendre. Et je pense que ça, c'est une différence intéressante parce que Yuka Yuka fait des profits par des subscriptions et pas par des subscriptions pro où les utilisateurs peuvent chercher un produit sans code barre. Et Think Dirty essaie de un peu utiliser le marketing, le commercialisme un peu. Alors, il y a deux objectifs différents pour chaque entreprise. Et je pense que c'est quelque chose à être un peu, encore une fois, sceptique. Alors, oui, on peut essayer les deux et se fier à un ou l'autre. Ouais. Oui, parce que parfois, moi, je me pose la question, c'est qui entre les informations? C'est qui juge quel produit est bon ou pas? Parce que ça, c'est pour revenir un peu aussi avec l'idée des abados, mais aussi, bien sûr, de toutes ces applications-là, tu sais,
il faut être capable de faire confiance à quelqu'un éventuellement, parce que là, on peut plus faire confiance aux entreprises ou aux marchands qui nous vendent les produits. On peut pas vraiment se faire confiance à nous parce que, comme on disait, on n'est pas des génies qui connaissent exactement tous les ingrédients. Donc là, à qui on peut faire confiance? Bon, mais là, nous, ça fait quelques fois qu'on fait confiance à Yuka, mais j'avoue qu'on ne sait pas qui écrit. Donc, si un gouvernement, comme disait Zabado, avait un code de couleur, ça serait vérifié par les scientifiques du gouvernement. Moi, je pense que je commencerais à avoir peut-être plus confiance en ces produits-là que je pourrais choisir. Et c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Fait que le petit mot de la fin, chacun notre tour, on peut donner un petit mot à propos de ça dont on a parlé. Je vais commencer. Donc moi, bien sûr, j'ai choisi ce sujet d'épisode-là, moi, parce que je travaille avec des molécules qui sont dites émergentes. C'est-à-dire que quand on réussit à bannir des molécules qui sont toxiques, les industries vont en développer des nouvelles pour les remplacer. Donc, c'est de rester à l'affût, comme disait Paisley au début. C'est pas parce qu'un produit affiche qu'il y a l'absence d'une certaine molécule dangereuse que le produit est sécuritaire. Parfois, il va y avoir des molécules remplaçantes qui sont tout aussi dommageables que celles dont ils se vantent de ne pas contenir. Donc, il faut être vigilant avec ça. Julie, mot de la fin? Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire que j'ai pas d'autres idées. Mais ouais, d'être vigilant. Je suis vraiment pas bonne pour le mot de la fin aujourd'hui. Désolée. C'est correct. C'est correct. Paisley, mot de la fin dans ce cas-là? Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Marie, mais je pense qu'il faut aussi essayer de consommer moins ou consommer les choses quand dans ce qu'on sait où ça vient. C'est important de savoir l'origine ou si on fait nous-mêmes, comme toi avec la crème solaire, on est certain qu'il n'y a pas de additifs ou trucs nocifs dedans. Parfait. Zabado, mot de la fin? Ok, bon. Et la solution que moi je voulais proposer, c'est essayer de mettre un peu l'accent sur les activités sportives. Je me dis que, quel que soit alpha, on ne peut pas ne pas se nourrir. L'alimentation est un droit primordial. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre l'accent sur les activités sportives qui vont permettre d'accélérer le métabolisme qui comprend le catabolisme et l'anabolisme afin de pouvoir libérer certaines calories du corps pour minimiser les effets de ces perturbateurs endocriniens. Voici ce que je voulais dire pour mon mot de fin. Super. Et Larissa, dernier mot de la fin pour aujourd'hui? Oui, je crois que une des plus bonnes choses qu'on peut faire est d'avoir des discussions comme ça pour que les consommateurs savent que le greenwashing est quelque chose on doit être vigilante à propos de pour qu'ils font des décisions qui donnent plus d'argent à les compagnies qui vraiment essaient de faire les produits naturels et de bonne santé, parce que je crois que ça c'est ce qui va avoir le plus grand impact. Oui, alors juste faire les discussions pour que tout le monde sache qu'ils doivent peut-être pas avoir confiance en les petites étiquettes et vraiment essayer de supporter les compagnies et les personnes qui essaient de faire les bonnes choses. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à vous quatre pour ce bel épisode. Merci à tous ceux qui se sont connectés pour nous écouter en live et à tous ceux qui nous écouteront en rediffusion sur YouTube. Donc là, d'habitude, on a notre membre Mélanie qui fait les petits messages habituels sur les réseaux sociaux, mais on vous invite à nous suivre via les réseaux sociaux du SIAP, le réseau auquel on est rattaché. On va aussi avoir, comme je l'ai dit, la rediffusion sur YouTube et on vous invite à venir à notre prochain épisode en live sur Twitch le mois prochain, on espère. À bientôt!